Ça y est, on y est, l'automne pointe le bout de son nez et pour certains, hélas, c'est un peu aussi l'automne au travail. On réalise que notre quotidien nous pèse de plus en plus et qu'on va travailler à reculons. Alors si ces mots résonnent pour vous, je vous recommande chaudement, chaleureusement le Parcours Chance, le sponsor de cet épisode, parce que la vie est trop courte pour la perdre dans un travail qui ne fait plus de sens pour vous. Je vous en parle depuis un moment. Chance, c'est ce bilan de compétences et cette communauté d'entraide qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. On a vraiment d'excellents retours des auditrices et des auditeurs de Métamorphose qui ont fait le Parcours Chance. En 3 mois, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, renouer avec ce qui vous anime vraiment, repenser votre travail avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. Et ce que j'aime particulièrement chez Chance, c'est la force et la présence de leur communauté d'entraide. C'est un collectif hyper engagé qui est à vos côtés, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Enfin, dernier détail non négligeable et qui devrait vous aider à sauter le pas, le parcours est 100% finançable grâce au CPF, votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à vous mettre en action. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Claire-Marie Germain accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Notre corps nous a tous et toutes déjà trahis. On rougit, on a la voix qui tremble et parfois même on a des réactions psychosomatiques plus graves qui cachent des traumatismes. Dans notre épisode du jour, nous explorons la période la plus symptomatique de ces mal-être, l'adolescence. Quand on est ado, notre corps change, il nous surprend, mais on y apprend aussi ses limites et comment cohabiter avec lui. Mais parfois, cet apprentissage prend un peu plus de temps que prévu. C'est le cas pour Émilie, le personnage principal de la BD Coquelicot aux éditions Le Duc, qui tente de comprendre les raisons de son eczéma et de ses blocages. En suivant ses introspections d'ado et de jeune adulte, notre invité du jour nous invite à explorer notre propre intimité et les failles d'amour-propre qui s'y nichent. Émilie est inspirée de l'histoire de l'autrice, c'est donc un voyage dans le temps pour elle et surtout dans l'émotion. Sans filtre, elle se reconnecte avec la petite fille perdue qu'elle a été et nous guide sur le chemin de l'acceptation. Bonjour Fanny Vella et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Bonjour Claire-Marie, merci beaucoup pour cette invitation. On est ravis de t'avoir avec nous. Du coup, on a tous et toutes eu parfois un rapport parfois conflictuel avec notre corps. Parfois, on se trouve beau ou belle, d'autres fois, on rejette ce corps qui ne répond pas à nos attentes. Émilie est presque exclusivement dans ce deuxième cas de figure. Comment réussir à porter à son corps un regard bienveillant ? C'est la grosse question. Il faut faire une BD sur son expérience avec son corps et recevoir plein de retours après des lecteurs et des lectrices. Et ça aide beaucoup. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, moi, je pense que ça va passer vraiment par des modèles auxquels on peut s'identifier. Et c'est des modèles auxquels, en tout cas moi, dans ma génération, quand j'étais jeune et adolescente, il me semble que j'avais pas accès. Et cette identification à des modèles qui peuvent être plus atypiques, qui peuvent différer un petit peu de ceux qu'on nous a un petit peu survendus dans les médias, que ce soit la presse ou toutes les fictions, même les fictions écrites. Il y a toujours des descriptions de personnages dans lesquels c'était difficile de se retrouver. Et mon personnage, Émilie, c'est un personnage qui se compare énormément. Et elle se compare d'autant plus qu'elle a l'impression que c'est facile pour tout le monde sauf pour elle. Et le pas de côté qu'on peut faire et ce que permet aujourd'hui, j'ai l'impression, les réseaux et la multiplicité de personnages différents qui existent aujourd'hui, c'est de comprendre qu'en fait, on se regarde tous de la même façon. Et du coup, regarder avec tendresse d'autres personnes qui se regardent durement, ça permettra en fait de pouvoir poser un regard plus doux aussi sur nos difficultés et aussi pourquoi pas les barrières qu'on va se mettre ou en tout cas la dureté du regard qu'on va poser sur soi. Oui, et on contrôle pas tout dans notre image de toute façon, et on le voit aussi dans ta BD parce que le corps d'Émilie, il s'exprime d'abord à travers le rougissement, donc elle contrôle pas du tout. Que nous disent les réactions spontanées et incontrôlées du corps comme ça ?
Ça c'est vraiment tout le cœur de l'histoire, c'est que il y a vraiment une sorte de dialogue entre le corps d'Émilie et on va dire sa tête. Et c'est un dialogue qu'elle refuse d'avoir parce qu'elle a l'impression que son corps ne lui permet pas de correspondre aux standards un petit peu qui sont attendus de son âge, de son sexe, donc le fait d'être une femme. Et donc plutôt que de l'écouter, ce corps, elle va vraiment se rebeller contre lui et le forcer à faire des choses avec lesquelles il n'est pas du tout d'accord. Et ce que j'avais envie de raconter, c'est des choses que j'ai compris plus tard, moi, c'est que tout ce qu'on va prendre pour une sorte de trahison de sa part, donc de la part de notre corps, en fait, c'est plutôt des signaux, des petits appels de pied qu'il nous fait pour essayer de mieux se comprendre, mieux s'appréhender, avoir plus de douceur envers soi-même. Et je pense que il y a forcément des cas contraires, mais j'ai l'impression quand même que les mots du corps, MAUX, ils ont toujours quelque chose à nous apprendre sur ce qu'on a pu vivre et qu'on n'a pas su parfois interpréter ou comprendre. Donc ça peut être des choses les traumatismes, le mot il est fort, mais les traumatismes, ça va de quelque chose d'extrêmement violent à des choses parfois imperceptibles, mais en tout cas y prêter attention, c'est mieux comprendre les limites de ce corps et donc les limites de notre esprit aussi. Mmh. Et donc tu parles de dialogue avec le corps, et on voit que Émilie dans la BD elle fait de l'eczéma justement parce qu'elle écoute pas son corps, il est personnifié dans la BD. Et on apprend que la raison pour laquelle elle ne lui donne pas sa place, c'est parce qu'en fait il lui fait peur. Oui. Voilà, donc comment rétablir un dialogue rompu avec son corps quand on a peur de la relation en fait avec ce corps? Il fait peur parce qu'en plus déjà physiquement il correspond pas à ce qu'elle voudrait à quoi elle voudrait qu'il ressemble, et il lui fait peur aussi parce que justement depuis toute jeune il a justement toutes ces réactions, ces blocages qui lui imposent et qui ne lui conviennent pas à Émilie. Donc ça va passer par c'est sa façon de rougir, et ça je sais que ça c'est quelque chose que j'ai basé plutôt sur des personnes que je connaissais qui rougissaient très 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 facilement et qui le vivaient extrêmement mal. Et c'est vrai que quand on rougit, souvent les personnes nous font la remarque alors qu'on le sait et on le sent, et c'est quelque chose qui nous fait encore plus perdre pied. Et du coup il y a une forme de colère qui naît parce que on a l'impression que notre corps du coup nous vend en fait, il nous met à nu sur nos émotions. Et j'imagine qu'on regarde les autres qui peuvent dissimuler ça derrière leur peau, qui ne les trahit pas avec beaucoup d'envie, parce qu'on se dit on n'a pas forcément envie de montrer l'émoi qu'on peut ressentir dans certaines situations, le sentiment de honte, surtout Émilie, on va la suivre de ses 11 ans jusqu'à la trentaine passée, donc la période de la préadolescence et de l'adolescence, c'est des moments où on n'a pas envie que notre corps nous trahisse sur les choses qu'on a envie de dissimuler. Donc comment rétablir ce dialogue, je crois que c'était ta question. Oui. Je pense qu'il faut accepter déjà ces signaux qu'ils nous envoient, et puis en fait il faut pas, je pense que ça nécessite du temps, et c'est pas forcément quelque chose qui est facile quand on a 11 ans comme c'est le cas d'Émilie au début de la BD. C'est pour ça que cette bande dessinée, elle est destinée comme un public un peu plus grand, parce que je pense qu'il faut avoir aussi le recul qui est pas forcément facile quand on a ce cocktail d'hormones qui arrive à l'adolescence. C'est pas une BD qui est là pour griller des étapes, c'est pas une BD qui est là pour dire si vous la lisez, au moins vous passerez pas par toutes les étapes que Émilie subit. En fait, c'est plutôt un regard qu'on peut poser sur comment on a traversé ces étapes-là. Et après, du coup, ce qui va toucher à l'eczéma, là, on est vraiment plus sur de la somatisation, donc ça va plus loin que le simple rougeoiement de la peau. Là, on est sur quelque chose de médical presque, parce qu'en tout cas, l'eczéma d'Émilie, il est somatique parce qu'il vient réagir comme Émilie ne peut pas verbaliser ce qu'elle ne peut pas comprendre et qu'elle comprendra beaucoup plus tard dans la bande dessinée. Et du coup, son corps est obligé de faire ressortir cette émotion à travers sa peau, et puis l'eczéma, il y a toute une histoire autour de l'eczéma que j'ai appris moi, parce que ça c'est personnellement quelque chose dont j'ai beaucoup souffert. Et ça c'est quelque chose qui nous met très en colère contre notre corps, parce que pareil, on regarde les autres qui ont pas l'air d'avoir ces problèmes là, et c'est quelque chose qui est
en plus d'être douloureux et inconfortable, c'est quelque chose qui se voit et qui nous met encore plus mal. Et donc, du coup, ça génère encore plus d'eczéma. Enfin, il y a une sorte de cercle vicieux. Tant on est braqué contre ce corps-là, on ne peut pas avancer sur ce terrain. Et ça, c'est une des nécessités, du coup, de comprendre ce corps et de dialoguer avec, c'est qu'en fait, quand on veut le guérir, la colère contre lui ne fonctionne pas. Et c'est quoi le premier pas quand on veut rétablir le dialogue ? Le premier pas quand on veut rétablir le dialogue, moi j'aurais tendance à dire déjà de s'ouvrir aux autres, en fait, peu importe que ça soit au corps médical ou à ses proches, sa famille, ses amis. En fait, déjà de pouvoir poser des mots sur notre inconfort, nos complexes, tout ce qui peut nous braquer. Déjà, ça peut ouvrir le dialogue sur le fait que on n'est pas seul, parce que parfois on est tout seul avec nos soucis qu'on pense uniques, et surtout à l'adolescence, on se sent unique et pas forcément pour les bonnes raisons, et on se sent bizarre. Et je trouve, et c'est ce que je voulais dire sur ma première réponse, c'est que aujourd'hui, avec les modèles que peuvent nous offrir les médias, en fait, on peut lire d'autres choses qui ressemblent à notre propre histoire, notre propre vécu. Et ça fait du bien, parce que déjà, ne pas sentir isolé sur des problèmes qui nous touchent, et quand on a l'impression qu'on est seul dans cette situation, ça permet d'en parler avec moins de honte, et donc, du coup, possiblement de s'ouvrir ou à des personnes qui vont pouvoir nous aider parce qu'elles l'ont elles-mêmes vécu et ont pu trouver des solutions, ou de s'ouvrir à la possibilité d'un rendez-vous avec, du coup, quelqu'un qui est spécialisé et qui pourra nous accompagner sur un soin médicamenteux, mais aussi un soin psychologique, parce que parfois, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai rencontré dans mon errance médicale, c'est que d'abord, tu vas avoir tout un tas de spécialistes pour ton eczéma, tu vas avoir des allergologues, tu vas avoir des dermatologues, tu vas avoir des médecins généralistes, et puis un jour, tu tombes sur une personne qui te dit « Est-ce que tu as essayé la voie psychologique ?» Et en tout cas, pour mon cas, ça a été la clé. Et ça, si je m'étais pas ouvert en essayant d'en parler, parce que c'est des choses que d'abord j'ai essayé de camoufler, parce que ça nous rend vulnérables de parler de ces choses-là, surtout ces choses dont on a honte. Et encore, là, on parle d'eczéma, ça se voit, mais Émilie, elle rencontre d'autres problèmes qui ne se voient pas à l'œil. Et du coup, de s'ouvrir sur toutes ces thématiques, ça permet d'être orienté vers des personnes, parfois, qui sont les plus efficaces. Et du coup, la voie psychologique, ça a permis de guérir, dans ton cas, l'eczéma. Oui, c'est vrai que moi, d'abord, on m'a beaucoup dit que c'était des choses, vous êtes nés avec, de la même façon que vos yeux sont verts, et vous avez de l'eczéma. Oui. Ça, c'est très dur à entendre. Je dis, non, mais alors, alors non, en fait, parce que c'est pas pareil, en fait. Et donc, j'ai entendu plein de choses. On m'a dit que je devrais avoir de la cortisone toute ma vie, ce qui est quand même dramatique, parce que la cortisone, en plus, le corps s'y habitue et c'est pas très, très bon. Et puis, personnellement, effectivement, je dis ça parce qu'en fait, chaque cas est tellement différent. Je sais qu'il existe aussi des eczémas qui sont dus à des allergies, d'autres à une sensibilité au soleil. Enfin, il y a plein de cas. Et le mien, en tout cas, c'était quelque chose psychologique, parce que ça apparaissait en plus à date anniversaire. Et donc, du moment où j'ai pu cibler, en fait, les moments où ils apparaissaient, et en fait, j'ai pu comprendre que ça arrivait toujours en écho à quelque chose qui m'avait brassé psychologiquement. Et donc, quand j'ai pu comprendre ça, moi, la clé, ça a été de pouvoir traiter les informations qui me malmenaient immédiatement, et de plus les ranger dans un coin de ma tête en me disant « Là, j'ai pas le temps pour traiter ça, je serai triste plus tard, ou je serai en colère plus tard, je serai... » Voilà. Et en fait, aujourd'hui, la clé pour moi, ça a été de pouvoir traiter les informations les unes après les autres. Donc, il a fallu faire une sorte de grand rangement dans ma tête pour enlever tous les dossiers qui avaient été pas traités et qui généraient cet eczéma-là, pour qu'ensuite, chaque nouveau dossier émotionnel puisse être traité tout de suite, et ne pas être obligé de rejaillir par de la somatisation. Donc personnellement, c'était l'eczéma, mais pour d'autres personnes, ça va être des maux du dos, des migraines. Enfin, le corps est incroyable. Il est très inspiré pour nous refaire sentir tout ça d'une façon ou d'une autre, et chez chaque personne différemment. Oui. C'est sa façon de parler au corps, en fait, de s'exprimer par des maladies ou des douleurs, comme on le voit dans l'histoire d'Émilie. Et son autre problème à ton personnage, c'est son impossibilité à respecter son propre consentement. Ensuite, par la suite, on apprend pourquoi, mais je ne vais pas tout révéler ici. Comment apprendre à dire non et à mettre des limites pour être mieux ?
Alors ça, c'est trop drôle parce que c'est tellement, ça s'intègre tellement dans le reste de mon travail. C'est vrai que toutes les notions de consentement, c'est des choses qui sont vraiment un des cœurs des thèmes que j'aborde régulièrement, et notamment que j'ai abordé dans un album jeunesse sur comment respecter ses propres limites, son propre consentement. Et moi, j'ai tendance à penser que tout vient de l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'apprend pas à un enfant à respecter, quand on respecte pas les limites d'un enfant qui, par exemple, pourrait être inconfortable avec l'idée d'être embrassé par de la famille ou même des inconnus dans la rue, c'est vrai qu'on nous adultes, on a l'impression qu'on a tous les droits sur les enfants, et même moi, étant maman, parfois j'ai du mal à poser des limites pour mes propres enfants quand je vois des personnes, je sais pas, dans les centres, dans les magasins, les centres commerciaux qui viennent et qui leur font des papouilles et tout ça. J'ai une sorte de barrière qui m'empêche de dire stop aux personnes, parce que comme c'était des gestes que moi-même je subissais enfant et qui sont un peu aujourd'hui depuis toujours, tous les adultes ont ce droit en fait sur les enfants. On peut se permettre de toucher un enfant, de l'embrasser de force, de lui demander des bisous, des câlins de force, etc. Et si on ne respecte pas ces limites-là dont certains enfants en tout cas ont besoin, en fait on leur apprend qu'on a des droits sur leur corps. Et donc ces enfants-là qui grandissent, en fait, quand leur nom n'est pas respecté enfant, je suppose que quand on ne respecte pas leur nom plus tard, ils ne s'en offusquent pas, parce que les personnes qui les ont profondément aimés les ont forcés dans ce non-consentement. Et donc, c'est difficile plus tard d'identifier en fait nos propres limites, c'est-à-dire de se dire là, ça me met pas bien. Et ça, moi, les adultes qui m'entouraient n'ont jamais permis que je me sente pas bien dans un rapport avec mon corps. Donc, je vais poser mes limites et je vais savoir dire non. Et si on ne respecte pas son nom, je vais m'insurger, parce que depuis toute petite, on m'apprend que mon nom a de la valeur. Donc, je pense que tout part de là, en fait. Respecter la valeur du nom d'un enfant, c'est lui apprendre pour plus tard que quand son nom ne sera pas respecté, il pourra s'insurger dessus. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai eu beaucoup de discussions aussi avec mes parents après, qui m'ont élevé vraiment à la façon classique des années 90-2000. Donc, on ne peut même pas leur en tenir rigueur. Ils ont fait avec ce qu'ils connaissaient, ce que eux-mêmes avaient reçu, mais eux-mêmes reconnaissent que effectivement, à cette époque-là, on faisait un peu ça avait pas trop de valeur en fait, ce qu'un enfant pouvait ressentir, ses besoins, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai mis du temps à identifier que quand je n'étais pas d'accord avec quelque chose, je n'avais même pas le droit moi-même de forcer mon corps à ce qui le mettait inconfortable. Et le corps d'Amélie, c'est ça. Il a plein de barrières qui sont dues à des traumatismes, à un grand traumatisme qu'elle a rencontré quand elle était plus petite. Et ces barrières-là, elle se refuse de les écouter, Émilie, parce qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est rentrer dans le moule. C'est être normale, ce qu'elle apparente à la normalité, en tout cas. Et pour s'accorder en fait à cette normalité, en tout cas à ce qu'elle pense être la normalité, Émilie ment. Le mensonge prend une place importante dans sa vie. Elle ment parce qu'elle est différente des autres, notamment dans son rapport à la sexualité, et qu'elle craint leur regard. C'est une expérience assez commune chez les adolescents et parfois même chez les adultes. Comment réussir à s'assumer ? Ah oui, alors les mensonges, ça c'est un truc. En fait, je me suis dit que quand je faisais cette BD, il fallait que je trahisse personne, ni l'adolescente que j'avais été, ni les lecteurs. Et trahir personne, ça veut dire accepter de se mettre à nu sur des aspects qui sont pas très glorieux. Et pour forcément rendre le propos plus réaliste, je voulais pas que Émilie elle soit parfaite, je voulais pas en faire un personnage dénué de défauts, parce qu'en fait, quand on lit ça et qu'on peut pas se reconnaître dans un personnage qui n'a aucun tort, parce qu'en fait, ce qui fait du bien, c'est de voir que nos propres hontes, en fait, d'autres personnes les ont éprouvées et explorées. Et Émilie, c'est vrai qu'elle ment, et elle ment parce qu'en fait, elle a l'impression que si elle refuse quelque chose, notamment par exemple un rapport avec un garçon, ou juste sortir avec un garçon, une relation avec un garçon, elle a l'impression que ça va blesser la personne en face. Et du coup, elle pense que lui mentir en étant passé par des détours type non, c'est pas vraiment que je ne veux pas, c'est qu'en fait je ne peux pas parce que blablabla blablabla. On va pas spoiler les mensonges parce que sont pleins d'ingéniosité. mais en tout cas, elle a l'impression que ça fera moins de mal. Et ça, c'est quelque chose, heureusement que j'ai découvert assez tôt, je ne mens plus du tout, mais c'est même quelque chose qui me met terriblement mal. En fait, je me suis mis dans des situations plus jeunes par les mensonges
que je m'interdis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis un modèle de sincérité parce que je ne veux plus jamais ressentir. Parce qu'en fait, les mensonges, sur le moment, on se dit ça va être plus doux pour la personne plutôt que je lui dise que c'est parce qu'elle me plaît pas ou parce que je ne veux pas. Alors qu'en fait, ces mensonges-là, ils génèrent encore plus de problèmes après. Donc, pourquoi pas explorer cet inconfort pour ne plus jamais y plonger, j'ai envie de dire. c'est chouette aussi les erreurs pour pouvoir se réajuster après. Donc en tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut pas avoir peur de laisser nos jeunes, les pré-ados, les ados, aussi explorer des moments du coup difficiles, parce que c'est aussi à travers ces moments-là qu'on va poser ses limites. Et moi, par exemple, cette limite-là, c'était passer par la sincérité. On règle le problème beaucoup plus rapidement, et en plus c'est moins. Les mensonges, ça permet aussi aux personnes de revenir et de dire peut-être que maintenant c'est le bon moment pour lui reposer la question, alors qu'un non franc et direct, ça permet de poser tout de suite les choses, et la personne n'insistera pas après. Voilà. Donc Émilie veut trouver du plaisir sexuel pour être normale, entre guillemets. Ça la tracasse beaucoup de pas être normale, là-dessus surtout. Et puis, elle apprend que ses copines n'ont pas tout un orgasme à chaque fois qu'elles ont des relations sexuelles, au contraire. Comment repenser nos attentes au lit dans une société où la pornographie fait souvent office d'éducation sexuelle ? Comment on peut repenser ça ? Je pense qu'il faut se nourrir d'autres choses que ce que l'industrie pornographique en fait a créé comme attente ou comme en tout cas comme modèle. C'est vrai que moi personnellement, j'essaie de correspondre à ce que j'avais l'impression qu'on attendait de moi, et sans attendre quoi que ce soit sur mon propre plaisir ou mon propre bonheur d'être à ce moment-là dans cette situation-là. C'était vraiment uniquement, en tout cas on m'avait vendu que le sexe c'était uniquement contenter l'homme, et puis si par hasard, par un miraculeux hasard, je trouvais du plaisir, c'était génial. Mais je sais que moi avec mes copines on se vantait d'une vie sexuelle épanouie, et en fait ça ne reposait que sur le fait que nos mecs étaient contents, et on se disait mais nous ça se passe hyper bien parce que il est hyper content. C'était synonyme d'une vie sexuelle réussie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression que, en tout cas comme je dis, moi je me nourris vraiment de contenus qui viennent un petit peu démanteler toutes ces croyances là. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir créer du contenu pour une plateforme en fait qui offre d'autres types de contenu érotique, et qui est vraiment ciblé pour les femmes, et qui va être beaucoup plus doux, et qui va ça va respecter le consentement, la place de la femme, le plaisir de la femme, la place de l'orgasme de la femme. Et en fait toutes ces possibilités autres que celles qu'on connaît et qui sont les plus répandues dans le milieu de pornographique, mais même érotique, et en fait même à travers un simple film, une simple série, un simple livre, ce qu'on nous a vendu jusqu'à maintenant comme rapport entre l'homme et la femme. On parle vraiment de rapport hétérosexuel là. Et du coup vraiment ça a engrangé beaucoup de fausses croyances, et en tout cas très peu d'attentes sur notre propre plaisir en fait. Donc je pense que il est temps de faire plus de place à ces en l'occurrence la plateforme dont je parle, c'est une plateforme d'audio, parce qu'en plus personnellement, et autour de moi en ayant discuté avec des copines, on est beaucoup plus à l'aise avec ce qui ne va pas forcément être visuel. J'avais cru entendre que la femme avait beaucoup besoin de faire jouer son imagination, et c'est vrai qu'en fait on nous bride cette imagination quand on nous met des images où on croit qu'elles nous apprennent en fait quelle position, quel bruit, quelle soumission on doit exercer pour faire plaisir à notre partenaire, quoi. Tu parles de soumission, et justement l'histoire d'Émilie, elle est ponctuée de relations avec des hommes auxquels elle n'ose pas dire non, donc elle se force beaucoup. Et puis un jour elle rencontre cet homme qui est à l'écoute et qui refuse qu'elle se force pour lui, et c'est la relation la plus déterminante de sa vie qui va la pousser à évoluer, à se trouver. Comment on sait qu'une personne est entre guillemets la bonne ? Alors là, la question, elle est intense. Alors, personnellement, moi, j'ai su que la personne avec qui j'étais était la bonne, parce que, alors, ça colle, et ça ne colle pas vraiment à la question, dans le sens où
c'est au moment où on a entreaperçu l'idée de pouvoir faire un jour une famille, et que dans ma tête je me suis dit, si ça ne marche pas avec cette personne, je n'aurai jamais de scrupule à le laisser tout seul avec mes enfants, enfin avec nos enfants, dans le sens où je me disais, les valeurs qu'il va pouvoir leur apporter et la belle personne qu'il est font que j'aurais pas l'impression que quand je les récupérais, si jamais il y avait une séparation ou quoi, et ben j'aurais besoin de venir démanteler plein de choses qu'il leur a rapporté qui colleraient pas du tout avec ce que moi j'aurais envie de leur inculquer, et qui sont des valeurs quand même un peu plus modernes, on va dire, sur la vision de la femme notamment. Et moi ça a été déterminant avec la personne avec qui je partage ma vie, qui est la bonne définitivement. Et parce que vraiment je me suis projetée plus tard sur ce qu'il pourrait apporter à nos enfants, et notamment si on avait une fille, parce que quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai compris que ce qui avait été déterminant, c'était ce qui s'était joué très jeune, et déterminant pour tout, c'est-à-dire déterminant sur le seuil de tolérance que j'aurais plus tard sur toutes les relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses, qui seraient intolérables. Et en fait, ça, c'est l'éducation que j'ai reçue, l'enfance que j'ai eue, qui m'a fait tolérer des choses qui étaient intolérables. C'est les moments où on nous apprend que les personnes qui sont censées nous aimer le plus possible, à savoir nos parents, sont capables d'avoir des actions humiliantes ou violentes envers nous. Et en fait, quand on accepte ça plus jeune, en nous disant l'amour peut aussi passer par les coups, parce que en tout cas à mon époque, prendre des claques et des fessées, c'était communément admis comme étant de l'éducation totalement standard et classique. Et les humiliations liées à, je sais pas, se faire hurler dessus en public, se faire exposer du coup ce qui était considéré comme des bêtises en public et tout ça, c'est très humiliant. Et ça, en fait, plus tard, quand on rencontre dans des relations malheureuses, du coup des personnes qui savent nous humilier en public ou voire nous violentent, et parfois c'est difficile d'identifier que c'est pas de l'amour, parce qu'on nous a appris plus jeune que l'amour pouvait passer par ça. Et donc moi, quand j'ai rencontré la personne avec qui je suis, avec qui j'ai des enfants depuis, c'est vrai que d'apercevoir le respect qu'il avait envers moi, mais en fait aussi globalement envers tout le monde, et puis en fait même sa vision des choses, il avait parfois une vision plus moderne que moi sur nos rapports en fait, et où c'est lui qui m'a dit, mais tu fais quoi là, enfin pourquoi tu essaies de faire ça, enfin moi ce que je veux c'est faire plaisir à toi, et là j'ai l'impression que t'es que dans une sorte de performance pour essayer de me plaire et tout ça. Et je me regardais de l'extérieur et je me disais ouais, j'avoue, je pensais que c'était ça que je devais faire. Et du coup, toute cette façon de se comporter avec moi et la douceur avec laquelle il a été, la patience avec laquelle il a été dans cet accompagnement sur ma reconstruction et une meilleure compréhension de moi, ça m'a juste fait penser que tout ce qu'il pourrait apporter à ces futurs adultes qu'on élevait, ça serait en tout cas autant de boulets qu'ils auraient pas à s'accrocher aux pieds, qui étaient les miens. Et voilà, en tout cas pour moi ça a été ça un peu, mais évidemment le but n'étant pas que chaque personne en couple fasse des enfants. Je pense que identifier la bonne personne, c'est déjà voir une personne, si on parle vraiment de relations intimes, parce que là c'est vraiment le sujet, c'est une personne qui déjà ne forcera rien, et plus que ça encore, parfois elle va nous freiner dans des choses où elle va savoir identifier que là on est que dans essayer de contenter l'autre et ne pas prendre le temps de se donner du plaisir à soi-même. Donc voilà, je pense que en tout cas bonne personne pour les relations intimes, je pense que ça c'est un green flag, je pense que je sais pas si ça existe ça. Le drapeau vert, le red flag on le connaît, mais le drapeau vert c'est quelqu'un qui te stoppe quand tu es dans une position pas très glorieuse et qui te dit non mais je n'attends pas ça de toi. Moi ce que je veux là c'est vraiment que toi t'aies du plaisir. Ça c'est ce que j'attends de nous au lit quoi. À un moment dans la BD, Émilie, elle apprend qu'elle est atteinte de vaginisme. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette maladie et sur ses conséquences ? Oui, bien sûr. Alors le vaginisme, c'est quelque chose que j'ai découvert très très tard, très tard, ce qui m'a fait penser que il faudrait que j'accepte toute ma vie d'avoir mal pendant les rapports, et en fait même au-delà de ça, c'est que Émilie et moi en fait on souffre toutes les deux on souffrait en tout cas toutes les deux d'un vaginisme assez fort qui faisait qu'on ne pouvait même pas s'insérer de tampons. Et en fait, ça c'est des choses, en tout cas, je parlais d'Émilie parce qu'on va parler du personnage, elle force son corps en fait, parce qu'elle comprend pas, elle se dit tout le monde y arrive sauf moi, enfin il n'y a pas de raison, donc elle force son corps et en fait c'est
extrêmement brutale, tout ce qu'elle va lui imposer, tout ce qu'elle va lui infliger, jusqu'à ce qu'une sexologue pose ce mot-là, à savoir le vaginisme, qui est donc en fait c'est une impossibilité totale ou partielle d'introduire un corps ou un objet dans le vagin. Et donc c'est vraiment une sorte de contraction musculaire qui est complètement involontaire et incontrôlable du plancher pelvien. Et donc c'est tous les muscles du vagin. Et en fait il y a plusieurs types de vaginisme. Donc il y en a qui sont, je crois que c'est primaire et secondaire. Donc il y en a qui apparaissent dès les premières relations donc sexuelles ou l'insertion d'un tampon, etc. Et le secondaire, c'est un vaginisme qui apparaît comment dire, on peut avoir eu une vie sexuelle épanouie et absolument pas douloureuse pendant tout un temps, et d'un seul coup il apparaît suite à un traumatisme. Donc c'est vraiment, pour le coup, et là ça colle totalement à ce que ma BD raconte, c'est vraiment le corps qui va se refermer à ce que l'esprit voudrait. Et notamment, Amy, elle voudrait avoir des relations sexuelles, elle voudrait avoir des rendez-vous chez le gynéco qui se passent somme toute relativement bien. Et en fait, son corps se braque, se bloque et il rend presque quasi impossible en fait la pénétration, quasi impossible, parce qu'en fait elle va tellement le brutaliser que finalement elle va réussir à avoir des rapports sexuels, mais tous vont être douloureux. Et c'est quelque chose qu'elle va assimiler comme étant sa norme, en tout cas quelque chose avec lequel elle va devoir vivre. Et en fait le seul truc qu'elle attendait à ce moment-là, c'est de passer pour normal et de ne pas décevoir les attentes de ses petits amis. Et ça veut dire en fait se forcer dans des rapports. Et elle va croire que sa vie sexuelle est réussie uniquement parce que tant que ses copains ne se rendent pas compte de son vaginisme, ne se rendent pas compte que ça bloque, et elle considère que c'est bon, c'est ok, tout va bien. Et à aucun moment elle pense à l'inconfort qu'elle ressent, enfin l'inconfort, les douleurs, parce qu'en fait c'est des rapports qui vont se faire dans les pleurs, dans des formes de supplication à l'autre qui se terminent rapidement. Et du coup la BD elle aborde aussi toutes ces notions de viols conjugaux qui sont parfois presque imperceptibles, parce qu'on a en face de nous parfois des garçons qui sont très aimants, mais qui pour autant au milieu des pleurs disent désolé, je vais me dépêcher de terminer, etc. Alors qu'en fait moi aujourd'hui, avec là où j'en suis dans ma vie sexuelle, ça me paraît impensable que à la première douleur, la personne qui est avec moi ne s'arrête pas immédiatement. Mais c'est des choses qui, quand on a honte de soi, en fait, on voit pas que le problème est l'autre. On a l'impression que c'est nous et qu'il faut qu'on se soigne, qu'on se réajuste pour correspondre aux attentes de l'autre personne. Donc, je sais pas si je réponds vraiment à la question, parce que le vaginisme, c'est tellement, tellement large, et il y a un spectre énorme autour de ces questions du vaginisme, parce que ça touche tellement de personnes différentes, de tellement de façons différentes, et ça se soigne de façon complètement différente aussi d'une personne à l'autre, que du coup c'est parfois compliqué de vraiment en parler comme il faut. Les causes, elles sont tellement diverses. Ça peut être un traumatisme sexuel, une méconnaissance du corps, une éducation sexuelle qui est mal menée, enfin mal amenée, donc qui entraîne une grosse peur de la pénétration. Ça peut être du coup généré par beaucoup de stress et d'anxiété, des relations de couple qui vont être du coup problématiques, ou alors après plus tard ça peut être un accouchement traumatique, ce genre de choses. Donc voilà, c'est tellement de formes différentes, de traumatismes différents, et aussi très peu de personnel médical formé, ou en tout cas en connaissance de ce vaginisme, parce que moi j'ai rencontré tellement de personnes à qui j'ai osé en parler, qui n'ont pas su mettre le doigt dessus, ou qui l'ont mis, mais sans vraiment m'expliquer à quel point en fait ça allait faire partie de mon parcours médical, et que ça serait important en fait dans mon parcours médical. J'ai rencontré des gynécologues qui me disaient oui c'est bon, vous avez qu'à vous avez qu'à mettre du lubrifiant, ou vous avez qu'à vous détendre, ce cher conseil qui est si facile à appliquer. Lâchez prise, madame. Ouais. Et du coup des personnes qui somme toute connaissaient le vaginisme, mais en tout cas semblaient manquer d'empathie vis-à-vis de l'accompagnement et la connaissance que ça nécessitait, enfin la connaissance qu'ils auraient pu m'apporter, que ça nécessitait pour rendre ma vie intime plus douce et plus confortable. Et comme tu le dis, il y a beaucoup de femmes qui subissent dans leur vie la violence des institutions médicales. Donc ces gynécos qui sont pas capables d'être dans la compassion un peu par rapport à l'autre. Et qu'est-ce qu'une bonne relation du coup entre un patient et son gynécologue? Comment bien le choisir?
de manière à ce que les consultations se passent bien et qu'on arrive à surmonter les douleurs qu'on peut avoir. Alors, j'ai un super bon plan. C'est un site qui s'appelle Gyn & Co. Donc, Gyn et &Co comme et compagnie. Et en fait, c'est un site qui recense en fait des gynécologues donc féministes, c'est-à-dire qui vont avoir du coup le soin de demander le consentement de la personne avant de procéder à des soins. Et en fait, ça c'est une plateforme qui est alimentée par les patientes. C'est ces personnes, les patients et les patientes qui viennent en fait expliquer ce gynécologue là voilà, il a pris soin de me demander ça, celui-ci il n'enlève pas le haut quand il est en train d'ausculter le bas, celui-ci il ne pèse pas, parce qu'il y a chaque personne a des attentes différentes en fait sur qu'est-ce que serait une consultation violente. Et parfois les personnes, ça va être du coup des professionnels qui vont être trop axés sur le poids, des professionnels qui vont du coup les mettre totalement nus alors que c'est inconfortable, des professionnels qui ne vont pas demander avant d'insérer le spéculum. Et en fait, cette plateforme là, elle est super parce qu'on peut vraiment trouver le professionnel qui nous correspond dans notre région. Et en plus, c'est pas alimenté par des professionnels eux-mêmes, parce que du coup, c'est uniquement les patients qui font en fait la promotion de ces professionnels-là. Après, j'aime bien parler aussi du coup de la plateforme des Pipelettes, qui Caroline Raquin, qui est au cœur de ce concept-là, a fait la postface de ma bande dessinée. Et en fait, les Pipelettes, c'est un chat qui a été créé, donc qui est tenu par des sages-femmes, et qui, du coup, permet à des personnes anonymes entre 15 et 25 ans de venir poser toutes les questions qu'elles ont. C'est sans limite de questions, et qu'elles n'osent pas poser, ou à un corps médical, du coup, auquel elles sont confrontées en direct, en physique, ou à leur famille, ou à leurs amis. Et en fait, je trouve que c'est tellement la plateforme parfaite, et ça collait totalement au récit de mon histoire, parce que dans l'histoire, Émilie, elle n'ose pas en parler à ses amis, et je pense que si elle avait eu vent d'une plateforme pareille, elle aurait pu déjà démanteler beaucoup de choses concernant du coup son rapport au corps et puis ses difficultés. Ensuite, pour me concernant, moi je n'ai pas cherché un gynécologue du coup qui était bienveillant. Je suis tombée dessus par le plus grand des hasards. En fait, je changeais de gynécologue chaque fois. Je n'avais pas de suivi, parce que à chaque fois je rencontrais une personne qui du coup ne correspondait pas à mes attentes, et je n'avais pas d'attente, je ne savais pas ce que j'attendais, mais je ressortais inconfortable, gênée, pas bien, et c'est vrai qu'en plus, souffrant d'un vaginisme, moi ces consultations là, elles me violentaient énormément. J'en pleurais, etc., parce que moi personnellement ce vaginisme là faisait que la pénétration pouvait se faire, mais elle se faisait avec beaucoup de douleur et beaucoup de violence, et la violence elle se répercutait psychologiquement, c'est-à-dire que ça déclenchait des larmes et beaucoup de sanglots, et c'était pas forcément dû à la douleur, c'était vraiment une sorte de réaction immédiate de mon corps, c'est-à-dire pénétration, pleurs, et ça c'était des choses où du coup on me traitait un peu de oh là là, mais c'est bon, regardez, ça se passe bien, pourquoi vous en faites tout un plat, etc. Et jusqu'à ce que je rencontre un gynécologue qui d'un seul coup m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'il insère le spéculum, et moi j'étais là, en fait je suis là pour ça. Comment ça, vous attendez que je vous dise oui? Et lui il disait non, mais en fait vous pouvez même rentrer chez vous sans que je vous ausculte, enfin c'est pas grave, vous reviendrez. Et tout s'est passé comme ça. Il me couvrait, il arrêtait dès que je tremblais, tout était dans la délicatesse et la douceur, et ça m'a fait pleurer, mais d'une autre façon. En fait, je ne comprenais pas qu'on puisse prendre tant soin de moi. Je me disais mais c'est pas possible, moi je me disais il faut que je lui envoie un cadeau. Cette personne a été beaucoup trop gentille avec moi, c'est pas normal. Je n'ai pas l'habitude de ça, et j'en étais mal à l'aise. Je me disais, mais est-ce qu'il fait ça parce que je lui ai expliqué parce que je l'ai vu après avoir été diagnostiquée du vaginisme par une sexologue, et du coup je me disais, est-ce qu'il fait ça pour ça? Et pour en avoir discuté avec lui, en fait il fait ça pour tout le monde. Donc maintenant, moi en tout cas, mes attentes, si je devais changer un jour, ça serait rien de moins que ce que lui m'offre comme délicatesse, comme douceur, et comme prise en compte du consentement, vraiment. Tu le dis dans ta postface, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'attitude de la société vis-à-vis des femmes est parmi les causes principales de la survenue de maladies. En tant que femme, c'est important d'en être consciente, mais aussi en tant qu'homme.
Comment sensibiliser les hommes et les petits garçons aux difficultés des femmes? En lisant en copie, quoi. Alors, en fait, c'est vrai que je suis cataloguée comme autrice de bande dessinée vraiment féminine pour les femmes. En plus, comme j'ai eu tendance à pas mal parler d'éducation, en fait, c'est encore des sujets qui sont un peu trop souvent ramenés aux mères et malheureusement pas assez au père. Et en fait, c'est dommage parce que pour le coup, c'est vrai que je sais plus qui a dit ça la dernière fois et j'ai adoré, qui disait les hommes qui vous plaignaient de pas être inclus dans nos réunions, et ben du coup, si vous lisez ce livre-là, vous aurez accès à toutes nos discussions. En fait, tous ces sujets-là qu'on aborde entre nous, et ben vous y avez accès, sauf que parfois vous refusez de lire ces trucs-là parce que vous les assimilez à des BD. Alors, est-ce que le terme que je déteste, mais girly. Et en fait, c'est une BD qui, pour moi, elle doit s'adresser absolument aux hommes. Et je parle de ma BD, mais aujourd'hui, il existe une multitude de récits qui parlent des femmes, mais qui s'adressent aux hommes, parce qu'en fait, cette compréhension de notre sexualité, notre intimité, elle doit passer aussi par la douceur de leur propre compréhension de comment en fait nous amener vers le plaisir, comment comprendre aussi parfois ce qui a trait à des atypies du coup médicales ou psychologiques, et je pense qu'aujourd'hui il est plus que temps que les hommes se déplacent au rendez-vous de leurs femmes, notamment tout ce qui a trait à la maternité, et pour comprendre en fait aussi ce qui va se jouer au niveau du corps, et pas uniquement sur le futur accueil d'un bébé, mais au niveau du corps de leur compagne, et pourquoi pas en fait accompagner aussi sur des rendez-vous médicaux qui sont du coup, moi je sais que la sexologue, on allait la voir à deux, et même quand il n'avait pas accès à la séance avec moi, il m'accompagnait dans la salle d'attente pour que, immédiatement sorti de la séance, je puisse tout lui raconter. Et lui, il était super frustré de pas pouvoir être avec moi dans la pièce, parce qu'il disait mais moi je veux tout entendre, parce que je veux tout ce que tu vas pas pouvoir me dire, moi je veux pouvoir l'appliquer avec toi, et même des choses qu'elle me conseillait de faire et que j'étais incapable de faire, lui voulait le savoir pour pouvoir me pousser à pouvoir le mettre en place et tout ça. Donc s'intéresser à la sexualité de sa compagne, ça passe aussi par du coup écouter ce qui se passe dans les rendez-vous médicaux, si on peut pas accompagner, poser des questions après, et voilà, il faut qu'il y ait une curiosité qui aille dans ce sens-là, et je pense aussi s'ouvrir à des réseaux, des médias, et sur les réseaux sociaux, à des pages qui vont parler de la sexualité féminine, et pour mieux se comprendre en tant que couple, en tant que duo. Vers la fin du livre, Émilie finit par apprendre un traumatisme qu'elle a vécu plus jeune et que ses parents lui ont caché. C'est la révélation qui l'aide à se réconcilier avec son corps. Pourquoi est-il important de communiquer avec ses enfants, même et surtout lorsque c'est extrêmement difficile? Parce que j'ai l'impression que les non-dits font plus de mal. Alors, Émilie, elle a subi un traumatisme qui est très grave, mais parfois, il y a des tout petits non-dits qui vont prendre des proportions démesurées dans la tête des enfants. Et parfois, on leur explique pas en disant « mais ça sera pire si j'explique ». Alors qu'en fait, ça apaise beaucoup les enfants quand on parle avec eux. Moi, je sais que là, en ce moment, ma fille qui a 6 ans et demi, elle est beaucoup sur les questions de la mort. Et en fait, elle est jamais aussi soulagée que quand j'en parle avec avec grande honnêteté sur du coup effectivement l'échéance finale vers laquelle on se dirige tous. Elle préfère ça que quand je vais laisser une sorte de mystère planer en mode non mais c'est bon, t'inquiète pas, tout va bien, on en reparlera plus tard, et tout ça, elle s'imagine des choses bien pires. Et du coup, quand un enfant vit quelque chose de traumatique, et comme je disais plus tôt dans le podcast, en fait le traumatisme, ça peut être des grands traumatismes, mais ça peut être aussi des petits traumas, et en fait en reparler avec, ça permet en fait parfois de placer du vocabulaire que les enfants n'ont pas, et de leur permettre d'avoir accès à des émotions qu'ils ne savent pas comment exprimer. Et parfois de la tristesse, ça va rejaillir en colère chez l'enfant parce qu'il ne va pas savoir comment gérer ça. Et quand nous adultes, on peut les accompagner en leur disant est-ce que là tu ressens plutôt de la tristesse, plutôt de la colère, qu'est-ce qui te ferait du bien, etc. En fait, on leur apprend aussi à s'écouter et à prendre soin en fait de leurs ressentis, à les exprimer. Et ça, on parle beaucoup de petites filles, mais en fait, il y a toutes les injonctions autour de l'éducation des petits garçons. Elles font grand mal plus tard sur leur capacité à, du coup,
montrer leurs émotions, les ressentir et poser des mots dessus. Et ça, c'est super précieux dès l'enfance de pouvoir accompagner les enfants dans ces émotions-là, parce qu'en fait, plus tard, quand ils vont grandir, et malheureusement, même s'ils grandissent avec un grand traumatisme, d'avoir su traiter ça le plus tôt possible, alors ou en accompagnant tout seul en tant que parent, en tant qu'adulte aux alentours d'un enfant, ou en mettant l'enfant entre les mains d'un professionnel qui saura mieux l'accompagner, parce qu'en plus parfois on manque d'objectivité, nous parents. Et en fait c'est autant de temps qu'on ne lui fera pas perdre sur plus tard. Si ça rejaillit par la somatisation, etc. Il faudra traiter le corps puis l'esprit si toutefois on tombe sur un professionnel qui nous oriente là-dessus. Mais en tout cas c'est difficile, c'est très inconfortable de parler avec ses enfants des choses difficiles et douloureuses qui peuvent leur arriver ou qui peuvent nous arriver, parce que ça les impacte aussi. Moi, j'ai une amie qui a souffert d'inceste quand elle était petite, et elle, à la naissance de son fils, elle en a parlé parce qu'elle était en plus dans un processus de reconstruction. Et en fait, elle conseille à toutes les personnes qui ont vécu des traumatismes d'en parler avec leurs enfants, parce qu'elle dit c'est des choses qui nous construisent, en fait, c'est des choses qui nous façonnent. Et nos enfants, en fait, selon le stade où on en est dans notre vie, c'est vrai qu'elle est en plein procès quand son fils a grandi, etc. Et plutôt que de rentrer en étant complètement abattue, en fait, elle avait besoin d'en parler avec lui. En fait, son fils a grandi en connaissant ça. Et aujourd'hui, elle peut exister à travers notamment ce traumatisme, sans que ça soit devenu un tabou dans son schéma familial. Et je sais que ça peut faire très bizarre, en tout cas, de se dire, non, mais attends, on va pas parler d'un truc comme ça avec nos enfants. Mais en fait, il y a des mots, évidemment, pour en parler. On n'aborde pas ce genre de sujet, frontalement et avec froideur avec ses enfants. Mais en tout cas, tout sujet est bon à aborder, notamment pour savoir ce que eux, ils ressentent, ce que eux, ils en pensent, voilà. Et je pense que ça fait gagner beaucoup de temps aux futurs ados, adultes qui seront, parce que même s'ils rencontreront des difficultés, ils auront en tout cas les billes pour pouvoir tout de suite aller vers l'essentiel, c'est-à-dire tout de suite dire, plus jeune, j'ai rencontré ce problème-là, ce souci-là, ce traumatisme-là. Peut-être que ça peut être une clé, et ça fait gagner du temps à eux, mais aux professionnels qui vont les accompagner aussi. Merci beaucoup Fanny pour cette invitation à nous réconcilier avec notre intimité. La BD Coquelicot aux éditions Le Duc est à mettre entre les mains de tous les ados, mais aussi des plus grands. Vous pouvez aussi retrouver l'univers de Fanny sur les réseaux sociaux @FannyVella. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée sur le thème de l'acceptation de soi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « Graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.